Mes chers compatriotes, aujourd'hui, dimanche 26 mai, le peuple français a fait entendre sa voix avec une force inattendue. C'est une satisfaction immense pour tous ceux qui n'ont jamais douté, pour tous ceux qui se sont battus et n'ont jamais cessé de croire en la France. Cette mobilisation, inédite dans une élection européenne depuis plus de 25 ans, témoigne d'un sursaut populaire contre le pouvoir en place qui subit ce soir un véritable échec. Mes chers compatriotes, au moment où je m'adresse à vous, les estimations créditent la liste Renaissance d'environ 22% des suffrages exprimés. Avec l'apport de ses partenaires, La République en marche, un mouvement nouveau qui s'est notamment construit autour de la vision européenne du président de la République, confirme son implantation durable dans la vie politique française. Nous sommes ce soir la troisième force politique en France. Probablement avec des scores identiques, voire parfois supérieurs, en Allemagne, en Belgique et ailleurs. C'est donc bien une vague verte européenne dont nous sommes les acteurs ce soir. Cette élection européenne a été transformée en un référendum national. Je suis fier d'avoir, avec toute notre équipe, parlé de l'avenir de notre pays en Europe, alors que tout était fait pour détourner ce débat pourtant si nécessaire. Je voudrais remercier Agnès, Arnaud et chacun de mes colistiers et des élus qui nous ont accompagnés. Malgré la campagne intense que nous avons menée, nous n'avons pas réussi à faire entendre aux Français notre vision et notre proposition. Alors, on va également vous donner les dernières informations, les dernières déclarations, les derniers développements à la suite de ces résultats. Un coup d'œil, puisque maintenant on a les résultats officiels. Et donc c'est bien la liste du Rassemblement national conduite par Jordan Bardella qui arrive en tête avec dernier score 23,3%. Et l'écart avec la liste conduite par Nathalie Loiseau n'est que de 0,9%, 22,4%. Donc pour la liste de l'ancienne ministre aux Affaires européennes, derrière 13,5% pour Yannick Jadot et 8,5% pour François-Xavier Bellamy, 6,3% pour la France insoumise qui finalement finit juste devant la liste conduite par Raphaël Glucksmann avec 6,2%, 6,19% même au dernier pointage. Et toutes les autres listes derrière sont en dessous de 5%, Nicolas Dupont-Aignan, Benoît Hamon, Jean-Christophe Lagarde et la liste du Parti communiste. On notera également que les listes Gilets jaunes sont en dessous de 1%, et puis qu'il y a deux autres listes écologistes, celle menée par Dominique Lebourg et une autre du Parti animaliste, qui avoisinent et qui finissent avec des scores autour de 2%. On va en reparler avec vous, notamment Guillaume Bernard. Un premier commentaire sur cette élection. La performance des écologistes, c'est ça la leçon principale de cette élection ? Je suis un peu dubitatif sur cette affirmation parce que les écologistes, généralement, réussissent de bons scores aux élections à la proportionnelle, les européennes et les régionales. Et je vous rappellerai qu'en 2009, les Verts avaient réalisé 16%, menés à l'époque par Daniel Cohn-Bendit, si je ne m'abuse. Donc, il me semble que c'est à la fois, sans doute, un vote jeune, permettez-moi l'expression, obsédé par des questions climatiques, et puis de l'autre côté, un vote de gauche qui a préféré une liste ayant un discours clair. Parce qu'au final, si on regarde les partis qui ont réussi et ceux qui ont connu un échec, c'est l'ambiguïté stratégique ou idéologique qui a conduit aux échecs, et c'est la clarté idéologique qui a conduit à de bons résultats. Alors on va y revenir notamment justement sur l'effondrement des Républicains. Autre question subsidiaire, est-ce que selon vous il y a eu un effet gilet jaune ? Au bénéfice de la participation incontestablement, puisqu'on pensait qu'il y aurait une très très forte abstention. Or, il y a eu 8 points de plus de participation par rapport à 2014.
Et on s'aperçoit en regardant les cartes que c'est essentiellement, pour dire les choses rapidement, la France périphérique qui s'est mobilisée, électorat populaire qui d'habitude ne vote pas pour les élections intermédiaires et qui là a voté et incontestablement, vraisemblablement a voté pour le Rassemblement national, et pas pour la France insoumise. Donc oui, il y a eu un effet gilet jaune au bénéfice du Rassemblement national. Est-ce qu'il y a eu un effet gilet jaune en sens inverse? Est-ce que ça a servi la mobilisation dans le camp Macron? Oui, certainement aussi, c'est-à-dire qu'une partie de l'électorat LR, plutôt de tendance libérale et évidemment pas de tendance conservatrice, a préféré Macron, et peut-être que c'est un électorat plus âgé, c'est un électorat âgé qui a voté, qui a glissé de LR à LREM, et c'est un électorat qui avait peut-être peur du désordre. Donc d'une certaine manière, oui, là, il y a eu un effet légitimité du pouvoir, celui qui tient le manche, celui qui assure l'ordre et qui a récupéré une partie des votes. Vous dites ce matin dans Figaro Vox, et vous venez de le redire, que notamment les Républicains ont payé leur manque de clarté. Est-ce qu'il y a d'autres explications à cette débâcle? On parle notamment du divorce avec le peuple. Je crois que c'est essentiellement, si vous voulez, le fait que lorsque l'on présente une liste, on essaye naturellement d'essayer de ratisser le plus large possible. Donc il va y avoir plusieurs sensibilités qui vont se présenter, qui vont être présentes sur une liste. Le problème, c'est que à la fois une liste, c'est la possibilité d'avoir la possibilité de ratisser large, et en même temps, évidemment, le risque de l'incohérence doctrinale. Beaucoup de gens se sont détournés, non pas de François-Xavier Bellamy et de la tendance politique qu'il incarne, mais en revanche d'une liste qui était trop large, trop incohérente d'un point de vue doctrinal. Moi, il me semble que c'est essentiellement ça qui explique l'échec de François-Xavier Bellamy, non pas un échec personnel, mais un échec de la stratégie du parti politique qui, en présentant une liste incarnant finalement des sensibilités trop diverses, n'était pas suffisamment cohérente doctrinalement. Il a voulu faire la synthèse et ça n'a pas fonctionné. Oui. On reproche à Emmanuel Macron et à Marine Le Pen d'avoir voulu installer ce duel Macron-Le Pen, ce duel progressiste-populiste, progressiste-nationaliste. Mais finalement, est-ce que ce n'était pas ce que souhaitaient les électeurs? En tous les cas, est-ce que ce n'est pas ça la leçon de l'élection d'hier? Alors je crois qu'il y a essentiellement autre chose, en plus, qui va au-delà de ça. Évidemment, c'est dans leur intérêt, bien sûr, pour Emmanuel Macron. Ça, on l'a bien compris. Bon, mais je crois qu'il y a une recomposition. À partir du moment où Emmanuel Macron a réussi, à la présidentielle de 2017, à réunir les forces modérées de droite et de gauche, il est dans une position centrale qui fait qu'il va facilement attirer à lui les modérés des deux camps. Et dans ces conditions-là, il a détruit ou quasiment détruit le Parti socialiste en 2017. Il est en passe, effectivement, de faire imploser les Républicains. Donc là, d'une certaine manière, la recomposition politique, aujourd'hui, nous en sommes avec une tripolarisation, une gauche qui est en déperdition, parce qu'elle fait entre 25 et 30%, à toute liste additionnée. Un centre qui est minoritaire, mais qui, par sa position centrale, a la capacité, tout de même de l'emporter dans une élection majoritaire à 2 tours, en particulier la présidentielle, et puis une droite qui, si elle veut reconquérir le pouvoir, ne peut envisager qu'une recomposition, une réorganisation, non pas par des alliances entre partis, mais par une clarification doctrinale et une réorganisation sur la base, je dirais, de valeurs et non pas uniquement d'intérêts partisans. Merci beaucoup, Guillaume, pour ces premières précisions.